La taille de l'arche, 143 mètres de long. Tout simplement, vous allez dans la Genèse et vous transformez les coudées. Le volume disponible, 43 500 mètres cubes, sur la base de 140 x 23 x 13,5. Mais ce qu'il y a quand même de particulier, c'est que des dinosaures nous semblent être décrits dans la Bible. Et ça, je trouve remarquable. Si vous lisez les chapitres 40 et 41 de Job, vous allez me dire, dans ma Bible, je ne trouve pas de dinosaures. Il n'y a pas le mot dinosaure. Mais ça, on a déjà dit pourquoi tout à l'heure. On ne trouve pas le mot dinosaure. Mais alors, vous allez me dire, dans ma Bible, moi, au chapitre 40, il m'est parlé d'hippopotame. Ah oui. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Verset 12, il plie sa queue aussi ferme que les cèdres, qu'un cèdre. Est-ce que vous avez déjà vu un cèdre? La fermeté d'un cèdre, c'est quelque chose de gros. Est-ce que vous avez déjà vu une queue d'hippopotame à côté? L'hippopotame, c'est ce qui est traduit dans notre Bible, mais qui, à l'origine, était le terme hébreu « behémoth », c'est-à-dire la bête par excellence. Et certains traducteurs ont voulu faire coller ça avec une bête que l'on connaissait aujourd'hui, la bête par excellence. Ça ne peut pas être un hippopotame, tout simplement parce que la queue d'un hippopotame, ça n'a rien à voir avec un cèdre. C'est quelque chose de complètement ridicule. Donc, Behémoth, dont il nous est donné la description dans Job 40, versets 10 et suivants, ressemble beaucoup plus à certains squelettes de dinosaures que l'on a retrouvés. Et il y a notamment une étude assez particulière dans la petite brochure de la Maison de la Bible, les dinosaures, qui reprend un petit peu certaines caractéristiques de ce passage de Job et qui essaye de voir, de façon toute pratique, à quel dinosaure cela pourrait correspondre. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce à quoi ça peut correspondre, certains disent que ça peut être un diplodocus. Oui et non, parce que, par exemple, il nous est dit que Dieu l'a pourvu d'un glaive. Certains nous disent « Ah, mais l'iguanodon a un glaive ». C'est vrai. En tout cas, il y a des ressemblances avec des squelettes que l'on retrouve aujourd'hui. Des choses absolument remarquables, donc Behémoth. La même chose pour l'animal décrit dans Job 40, verset 20, qui est dans le terme original le Léviathan, terme désignant une bête fabuleuse, et qui, dans certaines Bibles, est traduit comme crocodile, même si ça ne peut pas tout à fait coller avec l'image du crocodile. Mais vous voyez, dans la Bible, nous avons des récits d'animaux impressionnants qui ne sont pas les animaux que nous avons aujourd'hui. Des hommes ont-ils pu voir des dinosaures? Je reviendrai à cette question tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord vous donner quelques évidences qui sont riches d'enseignements. Quelques évidences tirées de la phylogénie. La phylogénie, c'est quoi? C'est la façon dont on explique, en termes évolutionnistes, dont on reconstruit comment les différentes formes vivantes sont apparentées. On va parler très brièvement de formes transitoires. Je vais vous présenter des faits troublants, justement, pour répondre à la question, mais des hommes ont-ils rencontré des dinosaures? Commençons par la phylogénie. J'ai scanné ici l'arbre généalogique des reptiles, telle qu'elle se trouve dans la grande encyclopédie des dinosaures. Alors, si vous regardez bien, les dinosaures se trouvent par ici. Ce sont les animaux dans ce cadre-là. On pense qu'ils ont, avec les reptiles, un ancêtre commun. Et on nous dessine des beaux arbres là. Donc à l'origine, là, il y aurait un ancêtre commun. Maintenant, regardez bien, le brun, alors ça, c'est au cours du temps.
Donc Carbonifère, Permien, Trias. Trias, le début du règne des dinosaures. Donc là, on commence à avoir des dinosaures, nous dit-on. Trias, Jurassique, Crétacé, le Tertiaire, etc. Donc, le brun correspond à des choses que l'on aurait retrouvées, des squelettes retrouvés. Maintenant, regardez bien les différents embranchements là. Est-ce qu'il y a du brun dans les différents embranchements? Dans aucun des embranchements, il n'y a du brun. Tous ces embranchements sont faits sur la base de spéculations, d'imagination de scientifiques qui n'ont aucune évidence pour étayer leurs suppositions là. La même chose, maintenant de façon un peu plus précise, vous avez l'arbre généalogique des dinosaures uniquement. Comment les dinosaures seraient issus d'un ancêtre commun, toujours de la grande encyclopédie des dinosaures. Tout ce qui est coloré, donc non grisé, correspondrait à des squelettes retrouvés ou des parties de squelettes. On retrouve des squelettes qui nous sont donnés comme étant du Jurassique au Crétacé ou du Trias au Crétacé, etc., des formes vivantes. Et puis chercher des couleurs dans les embranchements. S'il y avait des couleurs dans les embranchements, ça veut dire qu'on aurait retrouvé des formes transitoires. Eh bien, vous n'en trouvez aucune. Rien. Voici l'enseignement que nous apporte la phylogénie ou l'étude de la phylogénie des dinosaures. Tous ces dessins, tous ces beaux tableaux sont basés sur quoi? Sur des suppositions de scientifiques qui pensent que ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'évolution soit vraie. Alors, que sont-ils devenus, les dinosaures? Certains nous disent, et c'est un débat entre scientifiques, « Oh, les dinosaures ont continué d'évoluer et sont devenus des oiseaux. » Et ils vont vous citer Archaeopteryx, et ils vont peut-être vous citer Archaeoraptor liaoninensis. Archaeoraptor liaoninensis, c'est un dinosaure très particulier et très intéressant. C'était, c'est encore. Pourquoi? Il a été annoncé en novembre 1999 comme étant le chaînon manquant, le véritable chaînon manquant retrouvé et certifié entre les dinosaures et les oiseaux. Alors, d'une province de Chine, Liaoning, d'où le nom Liaoningensis, on a retrouvé, voici, le squelette l'on a retrouvé, et ces résultats ont été publiés dans le National Geographic de novembre l'année dernière, 1999, version américaine. On a retrouvé ce squelette qui a la forme de corps d'oiseau et une queue correspondant à un dinosaure. On nous dit, superbe fossile, les scientifiques l'ont étudié, c'est le chaînon manquant. Et sur la base de ça, on va vous reconstituer l'animal en question. Tout à fait simple. Tout à fait simple, oui, mais vous savez, maintenant, qu'en termes de science, rien n'est définitif. Pourquoi? Parce qu'une connaissance aujourd'hui peut être légèrement modifiée, voire renversée par de nouvelles connaissances. Des études approfondies ont montré que finalement ce fossile était un composite. Et dès janvier 2000, la fin du mois de janvier 2000, je crois autour du 19-20 janvier, sur le site web de National Geographic, il y avait un petit article qui disait « Attention, ce fossile a besoin d'être étudié un peu plus en détail. Ce n'est peut-être pas le chaînon manquant, ça peut être un composite. » Et il y a ensuite des études qui ont été faites, des articles qui ont été écrits, qui montrent qu'effectivement, le fossile en question a bien le corps d'un oiseau, la queue d'un dinosaure, tout simplement parce que ce sont deux bouts de fossiles collés les uns aux autres. Alors, est-ce que c'était volontaire, involontaire? Tel est le débat. Il y a dans le National Geographic d'octobre 2000, donc il n'y a pas si longtemps que ça,
un petit article, Retour sur la piste des fossiles, où il y a l'enquête qui décrit exactement pourquoi et comment les scientifiques se sont trompés. Notre numéro de novembre 1999 mettait en évidence un chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux, ou comment un faux scoop nous a tous bluffés. Nous nous sommes fait avoir par ce qu'on croyait être vrai à un moment donné. Et pourtant, pour certains, comme ça a été annoncé tellement fort dans les médias, certains restent encore sur l'idée qu'on a retrouvé un chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Pas de chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Alors, il y a d'autres problèmes liés avec ce qu'on nous dit être l'extinction des dinosaures. Tiré d'un livre, A New Look at the Dinosaurs, il y a une phrase d'Alan Sharing qui est « Le problème est de trouver une seule explication pour la mort au même moment d'animaux terrestres et marins, mais seulement certains d'entre eux, puisque plusieurs représentants de ces espèces ont vécu heureux durant la période qui a suivi. Hélas, aucune explication de ce type n'existe. » Oui, parce qu'on s'aperçoit que certains animaux sont morts de façon catastrophique et d'autres ont survécu. Et ce cher Alan Sharik dit « Hélas, aucune explication de ce type n'existe. » Aucune explication en dehors de la Bible. Si vous prenez la Bible, vous trouvez une explication. Et vous allez trouver pourquoi certains animaux sont morts et pourquoi ont survécu. Et il y a des choses tout à fait intéressantes, justement, sur cette planche philatélique. Il y a un détail très intéressant qui est celui-ci. Cet animal-là, qui est un problème aussi pour pas mal de scientifiques. Pourquoi ? Les crocodiles existaient bien avant les dinosaures et ils sont encore en vie aujourd'hui. La raison pour laquelle ces reptiles ont survécu alors que les dinosaures se sont éteints est un mystère à part entière. Et ça se trouve dans un petit livre sur les dinosaures, un petit livre de poche de Neil Clark et William Lindsay de 1995. Pourquoi certains animaux ont survécu, d'autres se sont éteints ? Ça reste un mystère à part entière. Alors, avons-nous des réponses à cela ? Oui. Nous avons des observations aujourd'hui qui sont tout à fait étonnantes et impressionnantes. Ralph Molnar, paléontologiste du Queensland Museum, a dit lors d'un reportage à Discovery Channel du 21 octobre 1997 « Au Montana, j'ai observé des os de dinosaures donnant l'impression de provenir d'animaux morts depuis 2 à 300 ans. Mais je sais pertinemment qu'ils sont morts il y a bien plus longtemps. Cela peut suggérer que le Megalania aurait été en vie assez récemment. Megalania, ce n'est pas un dinosaure, c'est un autre animal. Mais nous, ce qui nous importe, c'est quoi ? On a observé des os dans le Montana qui semblent provenir d'animaux morts depuis quelques centaines d'années. Et le paléontologiste va vous dire, mais non, ils sont morts depuis bien plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on le sait que les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Et pourtant, allons regarder un petit peu ce qu'on a retrouvé au Montana. Au Montana, on a retrouvé des os, un os notamment non fossilisé. Et ça a posé pas mal de problèmes aux gens qui l'ont étudié, et notamment un pathologiste qui était appelé à regarder au microscope ces os. Et c'est lui le premier qui a dit « Mais vous avez vu ces petites boules rondes là ? C'est exactement des globules rouges. Et là, nous avons un vaisseau sanguin à l'intérieur de l'os. » Bien sûr, ils ont continué à faire des recherches et regarder s'il y avait une présence d'hémoglobine dans ces globules rouges, dans ces vaisseaux sanguins. Et oui, ils ont trouvé des évidences de présence d'hémoglobine. Mais s'il y a des globules rouges, s'il y a des vaisseaux sanguins encore intacts, s'il y a de l'hémoglobine encore là,
ces os ne peuvent pas avoir plusieurs millions d'années. C'est impossible. Et ça reste un mystère pour eux. Ça reste un mystère pour eux. Mais pas pour nous, pourquoi ? Parce que Dieu avait dit à Noé de prendre dans l'arche un couple de chaque espèce animale à l'origine. Donc il y avait des dinosaures dans l'arche. Au niveau de la capacité de l'arche, ça ne posait aucun problème. Des dinosaures pouvaient être dans l'arche. Et donc des dinosaures ont dû survivre au déluge. Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont morts. Et bien sûr, les dinosaures, comme on l'a vu tout à l'heure dans les deux écoles qui s'affrontent, les dinosaures se sont graduellement éteints, ou en partie éteints en tout cas, parce que le climat devait plus trop leur convenir. Mais d'autres ont survécu. Pourquoi ? Nous avons des évidences aujourd'hui qui nous montrent que des dinosaures ont survécu. Voyons-en quelques-unes. Par exemple, en Australie. En juillet 1845, dans un journal local, le Geelong Advertiser, dans la province de Victoria en Australie, il nous est rapporté une découverte d'un os non fossilisé provenant d'un animal gigantesque. Un os tout à fait impressionnant. Et puis cet os, les gens de l'époque, les journalistes, ont cherché à savoir de quel animal il provenait. Ils ont été voir les aborigènes du coin, leur ont montré l'os, et les aborigènes leur ont dit « Oui, oui, on connaît un animal qui ressemble à l'os que vous nous présentez. Ça doit être un bunyip, ce qu'ils appellent, eux, bunyip. Et ils ont même dessiné cet animal en question. Un animal qui ressemble à quelque chose comme ça. Posture tout à fait dressée, ressemblant un petit peu quand même, une vague image de reptile, mais ressemblant à quelques dinosaures que l'on connaît sous la forme de squelettes. Bunyip. Il y a d'autres choses assez étonnantes. Le plésiosaure, même si ce n'est pas un dinosaure à proprement parler, mais qui fait partie d'un groupe de reptiles marins de l'ère mésozoïque, donc très très vieux, d'il y a vraiment des millions d'années, bien quand vous regardez des dessins d'arborigènes, voici un dessin d'arborigène. Voici la représentation graphique que l'on nous fait du plésiosaure. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que le plésiosaure soit éteint il y a des millions d'années et que des aborigènes nous dessinent encore un animal ici, avec des bonhommes ici, là, autour, même un qui lance des flèches, là, pour chercher à le tuer. Et des détails tout à fait étonnants. Vous voyez, là, les nageoires, il y en a 4, ici aussi 4. Comment dessiner ça simplement par imagination ? Il y a d'autres dessins que l'on retrouve aussi. Des dessins comme ceux-là, qui font beaucoup plus penser à, je ne sais pas, peut-être Diplodocus. D'autres dessins aussi d'animaux comme ceci. Et on pourrait continuer la liste. On pourrait continuer la liste. Elle est très longue. Alors, quelle est la leçon que l'on peut tirer des dinosaures ? Eh bien, je pense on peut voir 3 choses. Les dinosaures peuvent nous apprendre comme première leçon qu'on a besoin de se rappeler qu'au commencement, Dieu créa. Ils ont une place dans la création de Dieu. Ils ont une place que Dieu leur a donnée, bien établie. Il y a une autre chose, de par tout ce qu'on voit des dinosaures, c'est que lors du déluge, eh bien, une grande quantité d'animaux sont mortes. Une extinction de masse a eu lieu, tout comme on retrouve ça dans le registre fossile et tout comme on retrouve ça dans les différentes théories d'explication de l'extinction des dinosaures. Et puis, finalement,
de par les ossements que l'on retrouve aujourd'hui, de par à la fois les restes, les vestiges fossilisés, mais surtout de par les restes non fossilisés, cela peut nous apprendre que les dinosaures ne sont pas des animaux qui ont vécu il y a des millions d'années, mais sont des animaux qui se sont éteints petit à petit. Et j'irais même jusqu'à faire presque de la provocation en disant qui nous prouve que tous les dinosaures sont éteints aujourd'hui. Il y a des expéditions conduites dans la forêt équatoriale, au Congo, qui recherchent un animal décrit par des indigènes là-bas, qui ne ressemble ni à un éléphant, ni à un hippopotame, ni à aucun autre animal connu, qui a laissé quelques traces que certains disent avoir vues et qui serait quelque chose de tout à fait nouveau. Et des expéditions recherchent justement à savoir quel est cet animal. Serait-ce peut-être là les premières évidences ou les premières ébauches de la découverte peut-être récente d'un dinosaure? Si l'on trouvait un dinosaure vivant aujourd'hui, cela ne poserait aucun problème à nous qui croyons en la Bible. Par contre, à mes collègues scientifiques qui croient en l'évolution, ils auraient pas mal de théories à revoir, à rediscuter. Ils auraient du pain sur la planche, vous me direz, ils ne seraient pas au chômage. Et ce serait comme au moment du Sélacanthe, où ils seraient obligés de conclure et de se dire, mais alors, il y a certains animaux qui ont été oubliés par l'évolution. Vous voyez, les dinosaures ont une place dans la Bible. Les dinosaures et la Bible peuvent cohabiter. Les dinosaures nous donnent un enseignement sur la Bible, un enseignement tout à fait pertinent, un enseignement qui peut aussi nous encourager, et j'aimerais terminer par ce verset, à la fois ce petit exposé sur les dinosaures, mais aussi toute notre série, où il nous est dit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, verset 22, « Comme tous meurent en Adam », c'est ce qui nous est présenté par la Bible, l'entrée du péché, l'entrée de la mort à cause du péché d'Adam. Tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, chacun en son rang, Christ comme prémisse, etc., etc. Comme tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Christ. Et au verset 21, même j'aurais dû lire avant, verset 21, « Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » La mort est venue dans ce monde à cause de la désobéissance d'Adam, mais par Jésus-Christ est venue la délivrance merveilleuse que Dieu nous propose, de venir à Jésus-Christ, d'accepter notre état, d'être une nouvelle création, de nous repentir devant lui, d'être une nouvelle création pour devenir une nouvelle vie. Et pour avoir des yeux renouvelés finalement, renouvelés pour observer le monde qui nous entoure, observer la nature qui nous entoure pour découvrir le plan de Dieu, plan merveilleux de Dieu pour nos vies, donné par la parole écrite de Dieu, et pour faire des découvertes jour après jour dans tout ce que la science moderne va nous apporter. Si vous prenez comme base la Bible, alors tous les articles de journaux qui vous parlent de dinosaures, qui vous parlent d'inondations massives, qui vous parlent de fossiles, qui vous parlent de génétique, vont prendre une dimension tout autre, parce que vous allez avoir les vraies valeurs pour interpréter, avec la connaissance du moment, ça peut bien sûr évoluer par la suite, avec la connaissance du moment, vous allez avoir les vraies bases pour comprendre l'univers et comprendre le plan merveilleux que Dieu veut pour nos vies. Et bien sûr, on n'aura pas tout le savoir ici-bas, on ne va pas comprendre toutes les ficelles du pourquoi et du comment, on va répondre seulement à quelques questions, et un jour dans le ciel, quand nous serons ressuscités auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ, nous allons avoir les réponses détaillées à toutes les questions que nous nous posons,
Et j'aurai en tant que scientifique toutes les réponses détaillées à toutes les questions que je me pose, du code génétique aux dinosaures en passant par bien d'autres domaines. Nous allons pouvoir avoir des explications merveilleuses et formidables qui vont nous ébahir encore là. Merci de votre attention et surtout merci à notre Dieu d'avoir fait les choses de façon si merveilleuse, si magnifique et de nous avoir laissé des traces aujourd'hui qui nous parlent, des pierres qui crient et une terre qui nous parle de ses merveilles et du plan d'amour qu'il a avec chacune de nos vies. Merci de votre attention.